Bonjour, aujourd'hui j'aimerais te partager mes meilleures lectures de 2024. Je n'ai pas eu de véritable grand coup de cœur, en tout cas fin décembre j'ai eu l'impression que c'était une année un petit peu vide, un peu mollassonne, mais en fait en reparcourant les œuvres méticuleusement mois après mois, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais eu quand même des plutôt bonnes rencontres. Et donc là, je vais parcourir mes lectures de manière chronologique. Donc voilà, il n'y a pas le meilleur du meilleur, il n'y a pas de classement ici, c'est vraiment selon mes rencontres au cours de l'année. Et je vais commencer tout de suite, il y en a 8. Voilà. Donc je vais commencer tout de suite avec une autrice que j'ai découverte cette année grâce au concours auquel je participe de lecteurs qui s'appelle Libraire en scène. Et donc c'est Audur Ava Ólafsdóttir avec son ouvrage Eden. Donc c'est le premier livre que j'ai lu de l'autrice et j'en ai lu beaucoup d'autres depuis. C'est probablement l'autrice que j'ai le plus lu cette année. Ce qui est très intéressant dans son œuvre, c'est, j'en ai déjà beaucoup parlé dans une autre vidéo, donc je pense que je vais pas trop m'étendre, mais quand même j'aimerais revenir sur certains points de son œuvre qui me semblent importantes et qui vraiment explique mon amour pour cette autrice. C'est déjà parce qu'elle met en scène des personnages qui sont vraiment en décalage, qui ont un être au monde détaché du reste du monde, qui peut parfois relever un peu de l'indifférence, mais en fait, c'est plutôt en termes de narration, ici qu'il faut comprendre les choses, c'est parce qu'on a en réalité peu accès à leur intériorité, à l'intériorité du personnage principal. Et donc on perçoit le personnage plutôt dans son rapport aux autres, qui est à la fois une forme de détachement, mais un détachement qui irait plutôt du côté de l'introversion, s'il fallait placer ce mot-là ici, quoique ce sont des personnages qui sont quand même dans le monde, peut-être moins dans Eden quand même, où justement le personnage décide de partir de la ville pour aller dans la campagne et pour, entre guillemets, peut-être se retrouver. Et ce rapport au monde va permettre au personnage d'être plus dans l'observation. Et donc, comme l'autrice raconte l'histoire à travers ce rapport au monde, à travers ce personnage et cette intériorité masquée, en même temps dans l'introspection, mais en même temps ouverte sur l'autre monde, on va avoir l'impression qu'on observe le monde à une certaine distance des choses. Et ce sont des personnages qui sont finalement, comme je le disais, bizarrement ouverts au monde parce qu'ils vont être très à l'écoute, comme si leur personnage était, ou leur être au monde était une chambre d'écho qui va faire miroiter, faire résonner l'intériorité des autres personnages qui normalement sont des personnages secondaires mais qui ici vont prendre une très grande place dans la narration. Alors on pourrait y voir une forme, chez l'autrice, une forme de tolérance peut-être, d'ode à la tolérance, d'ode à la différence, puisque le personnage principal ne prend pas toute la place de la narration, il va laisser les autres subjectivités advenir à travers son regard. Et en plus on a toute une réflexion aussi à côté de ça, à côté de cet être au monde un peu spécial et très intéressant, toute une réflexion sur l'écriture, sur le langage, il y a une vraie mise en abîme du travail d'écrivain dans le livre, du travail de la langue, qui est vu vraiment, je pense, comme une forme d'artisanat, mais aussi comme une sorte d'exploration des possibilités de la langue. C'est vraiment très beau ce rapport à la langue qu'elle a dans son livre et qui peut être expliqué aussi par la particularité de l'islandais, probablement. Et c'est intéressant parce que les personnages donc naviguent dans ce monde autour d'une subjectivité étrange, autour aussi d'une... Eux-mêmes sont pris dans des réflexions autour du langage et on peut en fait y voir dans les deux cas une forme de recherche de liberté, d'autonomie
Et voilà, tout ça m'a vraiment donné très envie de continuer à découvrir l'œuvre, et donc j'ai presque lu tous ses livres. Je pense qu'il m'en reste 2-3 peut-être. Alors que je ne suis pas du tout attirée par l'Islande, donc il y a quand même un côté, voilà, alors pas du tout terroir. Alors, enfin, je pense pas qu'on puisse donner ce mot-là, mais il y a quand même tout un côté exploration de l'Islande, célébration de la géographie de l'Islande, de la, des étendues désertiques de l'Islande, du paysage islandais. C'est vraiment très présent et ça donne d'ailleurs une coloration très spéciale à l'ouvrage. C'était intéressant parce que je me posais la question en lisant ses œuvres, quel était son rapport au féminisme, à la question du genre. Et je pense que peut-être que la société islandaise est une société très traditionnelle sur les rôles de genre, ou en tout cas c'est ce que l'autrice semble montrer. Et j'ai lu récemment Miss Island, qui montre en fait que l'autrice est clairement féministe, mais sans radicalité. Alors je ne saurais pas comment dire. En gros, il y a quand même une forme de tolérance, de bienveillance sur ces traditions du rôle homme-femme, tout en ayant eu un questionnement autour de la viabilité de ce genre de rôle. En même temps, elle montre ces femmes qui sont aux prises avec les rôles féminins qu'on veut leur faire incarner de force. Ce serait vraiment intéressant, voilà, de relire ces œuvres-là en ayant conscience de cet ouvrage Miss Island. Peut-être que ce roman-là donne une couleur particulière à toute l'œuvre de l'autrice. Mais comme c'est le dernier que j'ai lu, ça voudrait dire relire tous les autres. Pourquoi pas? Mais ce n'est pas encore tout à fait prévu. Donc voilà, je vous encourage vraiment à aller lire les œuvres. Donc moi, mon préféré, c'est Eden. C'est le premier que j'ai lu et je vous conseille vraiment de commencer par celui-ci. Autre ouvrage qui m'a particulièrement plu cette année, c'est La joie de vivre de Zola. J'ai lu aussi Germinal cette année, mais j'avais particulièrement envie de parler de la joie de vivre, probablement parce que voilà, Germinal, on connaît. Moi, je l'avais jamais lu avant cette année, bizarrement. J'avais lu L'Assommoir, j'avais lu La Bête humaine. J'ai lu aussi tous les autres avant, puisque j'ai entrepris de lire tous les Rebond Marcard depuis le début jusqu'à la fin. Et donc là, je suis à l'œuvre. C'est l'œuvre que je dois lire prochainement. Mais voilà, on connaît peu La joie de vivre et pourtant c'est vraiment un très très bel ouvrage. En tout cas, il m'a beaucoup marqué. J'ai beaucoup aimé l'ambiguïté des personnages. Je pense que c'est l'une des œuvres où les personnages sont le moins manichéens, bien qu'ils aient quand même... ouais, c'est quand même un roman un peu à thèse quand même, si j'ose dire. Donc on a quand même des personnages qui vont représenter une vision du monde, qui vont représenter un caractère. Mais tout de même, même dans le personnage principal féminin, il y a une forme de dualité à l'œuvre qui est quand même très intéressante et très fructueuse sur le plan de la narration et de la recherche psychologique. Voilà. Notamment sur la question du mécanisme du ressentiment. J'ai trouvé ça très fort, très intelligent, assez lucide sur à quel point le ressentiment peut être quelque chose qui nous met en mouvement beaucoup plus que d'autres passions plus joyeuses. Et cette question du ressentiment, on le voit très bien avec tous les personnages en fait sont en prise avec cette histoire de ressentiment. Vraiment tous les personnages, alors d'autant plus le personnage de la mère, évidemment, elle en meurt en fait de ce ressentiment, ça la ronge ce ressentiment. Mais en réalité, ce qui fait en fait la grandeur du personnage féminin, du personnage principal féminin, c'est probablement qu'elle parvient à dépasser ce ressentiment. Et c'est très fort, évidemment, un personnage extrêmement vertueux. Mais en même temps, je ne pense pas que sa vertu soit tant célébrée que ça.
Parce que le personnage a quand même plusieurs fois l'occasion de se sortir de cette situation qui est quand même une situation de souffrance et de sacrifice. Et pourtant, elle y reste et je ne suis pas sûre que Zola... Alors Zola, bien sûr, a l'air d'être admirative de son personnage féminin, mais en même temps, je ne pense pas qu'il en fasse une sorte d'exemple. Et ça aussi, c'est très intéressant. Et puis alors... oui, parce qu'il en fait quand même un exemple de dévouement, mais le sacrifice est tellement lourd que je ne suis pas sûre qu'il en fasse véritablement un exemple à suivre. Et puis, donc je voulais revenir sur le passage terrible de l'accouchement qui dure plusieurs pages et qui est vraiment très très éprouvant à lire. Je crois qu'au bout d'un moment, je n'en pouvais tellement plus que j'ai lu en diagonale parce que je le ressentais dans ma chair. Alors je n'ai jamais eu d'enfant, je n'ai jamais accouché, mais là c'était vraiment trop dur, donc au bout d'un moment je lisais vaguement pour respirer, quoi. C'était vraiment très très viscéral, voilà, si j'ose dire. Autre œuvre, et là aussi extrêmement viscérale, c'est Aucun de nous ne reviendra de Charlotte Delbo, qui revient donc sur son expérience des camps de concentration. C'est intéressant parce que à peu près à la même période, enfin plus tard dans l'année, je suis allée voir Zone d'intérêt de Jonathan Glazer, qui était vraiment un très très beau film, je vous le conseille. C'est un film glaçant, dont le choix de la perspective dans le récit est, je trouve, magistral. Ça montre, je pense, bien les théories notamment de Hannah Arendt, son nom ne me revenait plus, d'Hannah Arendt, sur... bah oui, en fait, on a tous le mal en soi, et le mal, c'est pas le monstrueux, ou en tout cas, le monstrueux n'est pas forcément formidable, n'est pas forcément spectaculaire. Il se loge aussi, en fait, dans le quotidien, dans la médiocrité des personnes, puisqu'en fait, quand on regarde bien, Zone d'intérêt, c'est une famille de classe sociale moyenne qui est en recherche d'ascension sociale. C'est rien d'autre. Et ça, c'est vraiment glaçant. Et donc, dans Aucun de nous ne reviendra, là, ici, on a plutôt la perspective inverse, celle dans le camp des personnes qui sont incarcérées, qui sont emprisonnées, qui sont exploitées, qui sont déshumanisées. Et cette déshumanisation, elle passe déjà par l'expérience du corps. Je trouvais ça vraiment très fort dans ce livre, dans cet ouvrage. On revient en fait à ce qui est le plus primaire, le plus primordial, le plus fondamental. Mais c'est aussi parce que c'est par le corps que se passe... En fait, tout ce qu'il reste à ces personnes-là, c'est leur corps, puisqu'ils n'ont plus d'identité, ils n'ont plus d'identité personnelle, ils n'ont plus d'identité sociale. Ils ne sont plus rien, ils ne sont plus que des animaux exploités. Mais en même temps, le corps, c'est peut-être là où se loge en fait la véritable expérience humaine et leur humanité. D'ailleurs, cette déshumanisation complète voulue par tout la logique du camp de concentration, elle n'est jamais totale, je trouve, dans l'ouvrage de Charlotte Delbo, puisque c'est comme si ces femmes se battaient pour garder une forme de dignité autour de la solidarité, autour de l'amitié, qui est une forme d'une dernière attache à l'humanité. Et il y a vraiment une forme de dignité ici, dans l'ouvrage, et qui, je pense, est aussi portée par la manière dont elle raconte les choses, qui joue ce double jeu à la fois de dignité et de déshumanisation. Il y a une véritable beauté poignante du texte, pas qu'elle en ait fait de la poésie, mais l'utilisation du langage ici vient vraiment à la fois raconter le désespoir et l'horreur, et en même temps montrer la beauté intérieure de ces femmes, une sorte
Oui, c'est vraiment très, très paradoxal, mais je conseille vraiment la lecture de cette œuvre. Puis alors, bien sûr, l'omniprésence terrible du froid et de l'hiver qui m'a rappelé cette expérience quand j'étais au collège en troisième. Donc en troisième, il y a évidemment au programme d'histoire la Seconde Guerre mondiale et le totalitarisme. Et il y a je crois qu'il y a obligation de faire acte de mémoire autour notamment de la Shoah. Et donc on était allé j'habitais en Alsace à cette époque-là, et donc on a visité le Struthof en hiver. C'était accablant parce qu'on pouvait se rendre compte des conditions d'enfermement de ces personnes. Un hiver très rude, en montagne, en Alsace, avec la neige, terrible, 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 terrible. Donc voilà, je vous conseille vraiment la lecture de cette œuvre. Ensuite, j'ai lu dans un total autre registre, mais quand même écrit à la même période, enfin dans cette période, Le Cheval Blanc d'Elsa Triolet. J'étais très curieuse de découvrir cette œuvre qui avait été plébiscitée de nombreuses fois sur le Booktube. Et c'est clairement un roman d'aventure, mais ce qui est intéressant, c'est qu'un roman d'aventure sans panache et sans victoire, qui m'a rappelé notamment cette dimension de roman d'aventure qu'on retrouve dans l'œuvre de Voyage au bout de la nuit de Céline. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est la forme d'immoralité des personnages, et notamment du personnage principal. On a l'impression que c'est une sorte de héros, et une forme un peu de romantisme, mais qui va encore plus loin, et qui va un peu dans la continuité de l'éducation sentimentale notamment, et d'Aurélien évidemment, d'Aragon, où on a un héros qui a des velléités en fait, et même des capacités d'héroïsme, de vaillance, de force, de grandeur. Mais peut-être c'est la situation du monde, c'est la société dans laquelle il s'épanouit, c'est peut-être les conditions sociales dans lesquelles il est né, qui l'empêchent en fait de montrer sa grandeur. Et du coup, cette grandeur est à l'intérieur de lui. Ça me fait penser aussi même aux ouvrages d'Albert Cohen, Belle du Seigneur, et au personnage de Sol. Ouais, exactement. On a l'impression que le personnage donc pourrait être plus grand que nature, mais la modernité fait qu'en fait c'est que du toc. Voilà, c'est que du toc, parce qu'il n'y a pas vraiment de vertu derrière. Voilà, il n'y a pas de vrai courage, parce qu'il n'y a pas de vrai sens, de vraie contribution au monde vers un. Il n'y a pas de transcendance en fait du personnage. Et on revient toujours en fait à une forme d'inconséquence du temps, de la modernité, qui se transforme en univers un peu bling bling de fête. Voilà, c'est la fête tout le temps, c'est l'insouciance tout le temps. Et donc il y a un fort contraste avec la fin, avec l'éruption de la guerre dans ce monde-là, et tout ce qu'on sait ensuite, et c'est d'autant plus contrasté quand on connaît en fait la vie d'Elsa Triolet à ce moment-là. Quand elle écrit cet ouvrage, elle est résistante, elle doit se cacher, elle a une vie quand même difficile, et elle prend des risques dans son existence pour le monde, et donc une véritable transcendance. Et donc je pense que c'est ce décalage entre ce qu'on sait de l'autrice et ce qu'elle raconte dans son ouvrage qui permet en fait d'apprécier ce qu'elle dit de ce temps de l'entre-deux-guerres. Et puis de l'avant-première guerre mondiale aussi. Et c'est là où on peut percevoir la douce ironie, je pense, de la narratrice, de l'autrice, qui est à peine perceptible. Et je me suis plusieurs fois demandé si elle aimait son Michel. Je pense qu'elle, un peu comme... oui, il y a vraiment quelque chose de Flaubert finalement là-dedans. Effectivement, elle doit avoir une sorte de tendresse pour son Michel, et en même temps, elle doit le voir tel qu'il est, c'est-à-dire, oui, il a l'air grandiose son Michel, mais en fait, finalement, il n'est pas grand-chose, sauf à la fin. Et encore, à la fin, oui, il fait la guerre, mais
Mais qu'en est-il de cette guerre-là? Enfin voilà, ça pose ces questions-là d'un personnage en fait grandiose mais sans mérite. Voilà, et grandiose de manière innée, mais rien n'en sort. Alors à part bien sûr cette transcendance du héros à travers la guerre, mais bon. Voilà, donc, très intéressant ces questions-là. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres questionnements ou des réponses à mon questionnement, ou peut-être vous n'êtes pas tout à fait d'accord à ce que je viens de dire, je serais très contente de continuer la discussion en commentaire sur cet ouvrage qui me semble vraiment très très riche et qui mériterait une relecture. Autre œuvre que j'ai découverte cette année grâce à Antastasia, j'ai découvert de nombreuses œuvres. D'ailleurs, je crois que les trois prochaines œuvres, c'est d'ailleurs l'œuvre juste avant, c'était aussi grâce à Antastasia. Donc je rends ce qu'il faut rendre à César. Donc c'est The God of Small Things de Arundhati Roy. Et j'ai beaucoup aimé cette œuvre. C'est vraiment l'une de mes très très bonnes lectures. Je l'ai lu en anglais et je le conseille de lire en anglais si vous en êtes capable, parce que je pense qu'on doit perdre beaucoup de choses à la traduction, parce qu'il y a vraiment des jeux de langage, il y a une poésie de la langue qui doit être très difficile à rendre compte dans une œuvre traduite. C'est un drame assez feutré, assez languissant, parce que dès le début on sait que la situation est funeste. Voilà, on a un destin funeste qui se dévoile dès le début et qui va se dévoiler de plus en plus. Il y a un caractère vraiment malsain à l'intérieur ici du drame qui est fait de non-dits, et d'ailleurs le fait que la narration ne soit pas chronologique, je pense, veut montrer en fait ce caractère malsain en fait des non-dits, de la honte, de ce qu'il faut cacher mais qui se dévoile quand même parce que c'est là de toute façon, et d'ailleurs comme on n'en parle pas ouvertement, ça pourrit avec ce personnage qui refuse de parler justement, voilà, qui est un peu le symbole de ce pourrissement, de cette zombification presque des personnes dans le non-dit. Très intéressant ça, cette question du non-dit. Et on a aussi la question peut-être d'un mal latent, d'un mal social, d'un mal historique qui viendrait s'incarner dans des personnages et dans des destins individuels, une forme de malédiction familiale peut-être latente. On a l'impression que le mal est partout, tapi dans l'ombre et caché sous une forme de politesse, d'aristocratie entre guillemets, sous une fine couche de politesse et de sourire et d'amabilité. Les personnages en fait dès le début ont l'air un petit peu pourris, je trouve, de l'intérieur. Et bien sûr cette histoire de malédiction, de destin infernal, d'emprise de la famille sur les individus, d'emprise du social sur les individus, met en avant le questionnement de l'emprisonnement, avec donc une forte tension entre destin et liberté, des personnages qui essayent d'échapper à leur destin mais qui sont trop en prise avec la détermination, enfin le déterminisme social qui les entoure, leur déterminisme de genre aussi, très intéressant. Et alors même que les personnages sont plus grands que nature, ont une forte sensibilité, ont des fortes ambitions, il y a une véritable vitalité des personnages qui est comme écrabouillée par la force du destin, la force de l'histoire, la force des conventions sociales. Et cette vitalité des personnages, cette prise de liberté, elle se ressent aussi dans l'utilisation de la langue qui essaye en fait de distordre la réalité des choses par l'usage d'une langue où on va écrire les mots à l'envers, par exemple, qui m'a beaucoup fait penser à Nabokov dans Ada ou l'ardeur. Cette utilisation de la langue comme une forme de matériau malléable avec lequel on va jouer.
Donc je vous conseille vraiment cette œuvre-là, elle est très forte. J'ai ensuite découvert La Maison aux Esprits d'Isabelle Allende, qui est donc un récit familial, donc sur plusieurs générations, qui donne une grande place au merveilleux, moi parfois, donc au réalisme magique, bien sûr. Parfois, moi, ça m'intéresse pas beaucoup, mais là, je pense que c'était vraiment bien placé et ça avait du sens dans le récit. J'ai beaucoup aimé aussi la place, le jeu entre destin individuel et destin d'une nation. La tension qui existait entre le destin familial, le destin individuel et le destin plus large de l'histoire qui est en train de se faire. Et notamment, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un retournement de situation avec le surgissement de l'histoire dans le récit familial, dans la dernière partie de l'œuvre, qui était très bien menée et qui était tout au point plus forte que auparavant. Le récit familial avait l'air d'être protégé de l'histoire par notamment leur situation sociale. Et donc c'était intéressant de voir cette réflexion autour de cette histoire qui n'épargne personne quand elle devient fasciste et donc oppressante pour tout le monde. Autre élément très intéressant de l'œuvre, c'est l'omniprésence de la mort, la présence de la mort, la réflexion autour de la mort. Ces morts qui viennent hanter le présent, qui viennent accompagner les vivants. Et qui représente à la fois le poids du souvenir, une forme de tradition en fait, que les morts viennent de légendes familiales qui pèsent dans le présent. Oui, j'ai trouvé ça très intéressant à observer. Oui, cette question de la légende familiale et de ce que ça fait aux individus. J'ai ensuite découvert The Accursed de Joyce Carol Oates. J'ai vraiment beaucoup aimé cette œuvre. Elle m'a beaucoup marquée. J'étais parfois un peu perplexe pendant ma lecture, mais j'ai beaucoup aimé la voix du narrateur / historien. Alors, est-ce que c'est un vrai historien en bonne et due forme ? Ça, je pense qu'il y aurait toute une vidéo à faire sur le jeu de la narration ici, les différentes le dispositif narratif est vraiment très intéressant. Cette voix narrative est très intéressante parce qu'elle est vraiment en décalage avec le reste. Ça n'a pas de sens que ce soit un historien qui raconte ça, ce récit gothique où on a le surgissement du merveilleux à peu près chacun des détours du récit. Ça n'a pas beaucoup de sens. En plus, il a l'air d'avoir accès à l'intériorité des personnages, donc est-ce qu'il aurait des dons de voyance ou est-ce que c'est une reconstitution ? Est-ce qu'il y a dans l'œuvre la place pour une discussion autour de la véracité historique des faits ? J'ai pas l'impression que l'autrice allait de ce côté-là non plus. Je me pose vraiment la question de ce choix-là d'en faire un historien qui ferait une chronique d'un espace-temps assez restreint et en même temps assez large. D'ailleurs, est-ce que l'historien, c'est lui aussi qui prend en charge le discours autour de... Oh là là, j'ai oublié le journaliste, écrivain, socialiste, j'ai oublié son nom. Est-ce que c'est lui aussi qui prend en charge la narration de ces passages-là ? J'ai plus en tête s'il y a des indices qui le démontrent ou pas. Oui, très intriguant ce choix-là de narration, de narrateur. Un peu comme si c'était une caution de véracité, mais qui est complètement inutile et nulle. Enfin, nul dans le sens où ça
ça n'a pas cette caution-là, enfin ça n'apporte pas cette caution-là, au contraire en fait. Ça, ouais. Un peu comme si c'était une forme de recherche de la vérité impossible et qui nous oblige en fait à accepter la folie de l'instant et une plongée dans la folie complète. Peut-être qu'il y a une célébration de l'irrationalité du monde, c'est possible. En tout cas, effectivement, ça doit servir en partie à cette rupture dans le récit de la séparation traditionnelle entre illusion et réel, qui ici ne dysfonctionne en fait, ne fonctionne pas. On ne peut pas comprendre le récit en essayant de séparer le réel et l'illusion. Il y a vraiment une forme d'impossibilité d'un discours rationnel, alors qu'il y a des tentations de le faire à chaque page, notamment parce qu'elle reprend ce personnage de l'historien. Donc on se dit, ah mais peut-être qu'il y a une explication rationnelle à tout ça, mais l'historien ne la propose jamais. Et en même temps, il se moque des autres reconstitutions historiques de ces événements, mais alors la sienne ne serait-elle pas la moins véridique, la moins rationnelle? Enfin, c'est très étrange. Ça me pose plein de questions. Elle mériterait, elle aussi, une relecture, cette œuvre-là. Et dernière œuvre dont je voulais parler dans mes découvertes, dans mes meilleures lectures de 2024, c'est La femme gelée d'Annie Ernaux. En fait, à part Zola, je n'ai parlé que de femmes, je m'en rends compte maintenant. Intéressant. Donc là, à nouveau, on a un destin féminin qui est exploré et qui est d'autant plus intéressant qu'il a l'air d'être sans origine familiale, pour le coup, comme si elle était devenue cette femme gelée sans pouvoir se l'expliquer par un déterminisme social convaincant. Au contraire, ce serait presque comme parce qu'elle s'est défait de ce milieu ouvrier du petit commerce et qu'elle a eu une ascension sociale, qu'elle a été mangée ou en prise avec ce destin féminin qu'elle n'aurait pas eu si elle avait suivi l'exemple de sa mère, mais en même temps ça n'a pas de sens. Enfin, il y a vraiment un paradoxe ici très très fort et qui est exploré par l'autrice. C'est vraiment très intéressant. Un peu comme s'il y avait des forces plus fortes que du destin familial en jeu ici dans le destin féminin. Une sorte de zeitgeist qui ferait qu'on ne peut pas se défaire à moins d'être... à moins de quoi hein. Peut-être que c'est ça qu'elle montre aussi, que ça tient à pas grand-chose en fait, de se laisser enfermer dans un destin féminin de mère, de se laisser enfermer par la maternité, que c'est peut-être une question de chance, qu'en fait c'est peut-être même pas une question de classe, bon quoique ça peut-être qu'elle le dit pas non plus, parce que ouais, c'est vraiment très intéressant cette question de la place de la femme par rapport à un destin familial qui la destinait pas du tout en fait à avoir cette place-là dans son couple. Très drôle. Et puis alors bon, toujours très intéressant cette écriture d'Annie Ernaux qui place l'expérience individuelle un peu plus loin d'elle et qui s'en fait l'observatrice et qui montre en fait les mécanismes d'une acceptation insidieuse d'une situation à laquelle on n'avait pas été élevé pour, en tout cas dans le milieu familial. Très intéressant. Et donc de cet apprentissage dans une socialisation secondaire du rôle de mère qui vient quand on entre dans le couple et quand on devient mère, que là seulement en fait se posent ces questions-là et qu'il y a un peu comme des moments de passage, de transition qu'il ne faut pas louper. Parce que sinon on finit par aimer son destin, cette idée de amor fati là, de Pierre Bourdieu, alors même que c'était pas le destin auquel on s'était destiné,
comme c'est le destin qui s'impose à nous, bien sûr la question du couple, la question de l'amour, parce qu'en fait elle le montre dès le début qu'il y a une double ambition chez elle, à la fois une ambition amoureuse et puis une ambition carriériste, entre guillemets, une ambition personnelle, de transcendance de soi. Très intéressant. D'ailleurs, ça donne envie de mettre en parallèle Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir, parce que j'ai l'impression que Simone de Beauvoir, au contraire, elle a justement perçu ces moments de transition et puis elle les a gérés de manière différente. Il y a peut-être quelque chose à apprendre de ça, de ce contraste, dans cette manière de prendre une route différente. Puis bon, cette question de la maternité et du rôle de la mère, c'est toujours terrible. Moi, je pense que Annie Ernaux, elle a dû avoir beaucoup de courage pour écrire ce livre, parce que ça ne peut être vu par ses enfants et par son entourage comme une sorte de... Enfin, ça pourrait être lu comme une sorte de désamour, de désapprobation de son rôle de mère. Enfin, c'est terrible. Mais en même temps, elle n'est pas en train de dire qu'elle n'aime pas ses enfants. Jamais. C'est plutôt, il faut le voir comme une exploration de comment elle s'est laissée enfermer dans ce rôle de mère traditionnel et oppressant. Voilà, et donc avec ça s'achève mes découvertes de l'année 2024, mes meilleures découvertes de l'année 2024. J'ai déjà commencé mon exploration de 2025, mais ça n'a pas très bien commencé. Donc je serais très curieuse d'avoir vos meilleures lectures de 2024 pour pouvoir m'en inspirer pour mon année 2025. Je suis très curieuse aussi de savoir si vous aussi vous avez lu ces ouvrages et ce que vous en avez pensé. Puis on se retrouve très bientôt pour mes lectures, ma pile à lire, mes livres à lire pour 2025.